Trump est élu 2 fois. 2 fois. Les gens parlent pour que ça sonne bien. Moi, je voterais plus pour Arthur que pour beaucoup de gens qui prétendent aller bien. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'humilité. Tu as écrit la litote française la plus célèbre depuis Corneille. Alexandre Astier, bonjour. Bonjour. On te reçoit aujourd'hui pour une émission qui s'appelle Figure, qui est une émission d'interview longue. On a un petit moment ensemble pour discuter d'un peu de tout, beaucoup de toi, beaucoup surtout de ce que tu as fait, de ce que tu as produit, et puis un peu de ce qui nous rassemble aussi quelque part, qui est la rhétorique. Déjà, la première question que j'aimerais te poser, qui est précisément purement rhétorique, comment aujourd'hui tu te définirais ? Ok. En toute simplicité. C'est la guerre, oui, c'est la guerre, immédiatement. Est-ce que tu parles de métier ? Quelque chose comme ça, mais pas forcément. J'arrive pas, sans arrêt, je n'arrive pas à répondre à la question. Pour des trucs aussi triviaux que il faut remplir un truc pour un prêt, à la case métier, je sais jamais quoi mettre. L'autre jour, ma compagne me disait qu'est-ce que je mets ? Je dis bon, on change de temps en temps, je change. Je mets comédien, je mets machin. C'est pas vrai, je suis pas comédien, je suis pas auteur, je suis rien du tout. Je pense que ce que j'aime bien, c'est faire des expériences, quoi. Laborantin. Laborantin. Ouais. Ça, c'est élégant. Est-ce que le mot artiste, tu l'assumes ? J'aime pas du tout. Ok. Pour quelle raison ? Certainement pour le fantasme que ça véhicule chez les gens qui n'en sont pas ou ne prétendent pas l'être. J'aime pas ce que ça trimballe. Et surtout, pour être né dans un milieu de gens de théâtre, en fait, j'ai jamais entendu ce nom-là avant très tard dans ma vie. Si c'est le terme qui distingue les gens qui font ces métiers-là des gens qui ne les font pas, je le trouve bizarre parce que d'un coup, il y a des notions d'inspiration qui rentrent là-dedans, il y a des notions de talent. Et je reconnais pas tout ça, donc artiste, non, j'aime pas trop. J'aime pas trop. On te connaît beaucoup pour tes créations, pour ta création. Peut-être qu'au-delà d'artiste, toi tu dis laborantin, expérimentateur, à minima créateur, c'est sans doute ce qui te caractérise, à la fois dans la musique, l'écriture, la réalisation, le jeu. Si tu n'avais pas rencontré du succès, est-ce que tu aurais fait la même carrière ? Est-ce que tu aurais consacré ta vie à la création aussi ? Je crois pas, non. Je crois pas. L'autre jour, j'ai vu une interview qui m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. C'est l'interview chez Click, de notre camarade Achour, de Pierre Gagnère. Et Pierre Gagnère, il dit, mais le mec le dit comme ça, bon, il a l'âge de plus s'encombrer avec des trucs, mais il dit « je n'aime pas mon métier ». Ça m'a fait un bien fou. Moi non plus, je n'aime pas mon métier. J'ai jamais aimé ce métier. Et tout va bien, parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on me demande. Gagnère explique que parce qu'il aimait pas ce métier, il a dû trouver à l'intérieur de son métier de quoi s'amuser. Et quand on va bouffer chez Gagnère, on va pas bouffer chez un mec qui exécute un métier. On va bouffer chez un mec qui a eu besoin de s'amuser en arrière-boutique parce que son métier ne le satisfait pas totalement. Si j'ai bien compris ce qu'il a voulu dire. Eh ben, j'adore ça. J'adore cette idée. Je n'ai pas besoin de me présenter comme quelqu'un qui kiffe. Je suis pas là pour ça. Je peux ne rien kiffer du tout d'ailleurs et essayer de faire quelque chose de bien, mais je vais trouver de quoi m'amuser à l'intérieur. Il faut que je m'amuse. C'est pour ça que l'expérimentation, ça me plaît bien. Et expérimentation, dans mon métier, ça peut prendre des tas de trucs. Sur l'écriture, évidemment, mais sur le jeu aussi, mais sur l'objectif qu'on va mettre sur la caméra, sur les essais de caméra elles-mêmes, les décors. Et en fait, trouver comment rester créatif, rester nouveau et ne pas s'ennuyer dans un métier qui, a priori, n'est pas forcément fait pour vous, c'est pas un moteur si dégueulasse que ça. Le plaisir, c'est davantage le parcours, l'expérimentation que le produit fini ? Le meilleur souvenir que j'ai de la création, c'est quand j'étais petit dans ma chambre. Et je pense que ça fait référence chez nous tous. Si vous n'avez pas eu une enfance trop dégueulasse, bien sûr. Moi, j'ai toujours été... Alors, il n'y avait pas du tout d'argent chez moi, pas du tout. Mais par contre, il y avait vraiment la possibilité de jouer. Que ce soit pour ça, que ce soit pour la composition musicale qui m'a pris vers les 10-11 ans. Et ça, c'est vraiment des souvenirs de rentrer dans sa chambre et d'avoir la paix, et d'avoir du temps, de jouer avec des jouets. La perspective de jouer était même des fois plus agréable que jouer. Mais... c'est cette sensation que j'essaye de retrouver maintenant. Parce que pour moi, c'est la plus authentique, c'est la plus droite, c'est la plus conforme à ce que j'estime être la création.
c'est la plus enviable, c'est celle qui vous fait la vie la plus chouette. Mais bon, après, il y a l'industrie. Il faut se marier avec l'industrie. Et pour conserver cette petite flamme de gamin, bon, il faut faire la part des choses. Mais on peut. La rhétorique, c'est une partie intégrante de Kaamelott. Arthur, autour du cou, il a le médaillon de Ogma, qui est la divinité de l'éloquence. En quoi est-ce que l'éloquence, la rhétorique, c'est ce qui singularise le plus Arthur pour toi? Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de ce médaillon? Déjà, Arthur, il est envoyé en Bretagne où règne un obscurantisme auquel il n'est pas habitué. Parce qu'il est élevé à Rome, où ça se passe totalement différemment. Et quand il arrive là-bas, on est très réactionnaire dans ce pays-là. En fait, c'est le seul au milieu à être un petit peu plus sophistiqué. C'est comme ça qu'il est écrit. Et sa sophistication passe par le fait de pouvoir argumenter un peu. Mais je pense que, je ne sais pas si tu estimes que la rhétorique, c'est l'art de la mauvaise foi. Ça peut l'être. Bah, c'est plus large, mais bon. Il arrive que ce le soit. Il y a une base. Donc, je pense qu'Arthur, s'il a un super pouvoir, c'est un super héros comme un autre, finalement, ce serait peut-être la mauvaise foi. Utilisé à bon escient. Tu dirais qu'Arthur est de mauvaise foi? Oui, je crois, oui. Je pense déjà il doit avoir raison. Enfin, il faut qu'il ait raison. Mais je pense pas qu'il soit de mauvaise foi en utilisant des procédés douteux. Je pense que pour que son argument finisse par être validé, il peut tout utiliser. Oui, je crois. Mais bon, il est face à des gens qui considèrent dans l'erreur. Quand son beau-père considère que tout problème se règle en brûlant des trucs, la mauvaise foi est autorisée à partir du moment où on évite ça. Arthur, c'est quelqu'un qui cherche à convaincre, qui échoue beaucoup à convaincre. Quand on regarde Kaamelott, chaque épisode ou presque, en tout cas sur les premières saisons, à l'époque sérielle, c'est Arthur qui tente de convaincre d'un truc et puis qui souvent échoue lamentablement devant notamment la mauvaise foi de ses interlocuteurs. Est-ce que cette figure-là, mettre en scène cela, quelqu'un qui cherche à convaincre et qui se plante, ça a été un plaisir particulier? Je trouve que c'est extrêmement cinégénique. Quelqu'un qui ne se fait pas comprendre. De toute façon, les problèmes de communication, je trouve que ça... Mais par opposition, je trouve, à des films ou des pièces ou des choses, ou même des livres, où à l'intérieur, les personnages, en fait, sont tous d'accord entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils représentent tous l'auteur à ce moment-là. Qui, pour moi, c'est pas réaliste, ça. Ça n'existe pas, les endroits où tout le monde se comprend. Je n'arrive pas à choper ce truc-là. Il y a des films dits épiques, notamment hollywoodiens, où des groupes de héros, c'est là où on commence à rentrer dans une zone dangereuse, les groupes de héros se promettent fidélité, secours, marchent vers un seul but et un seul méchant à détruire, etc. Et ils se comprennent tous. Ils comprennent tous où ils vont. Et il n'y en a pas un qui a un problème, il n'y en a pas un qui a ne serait-ce qu'une motivation qui rentre en confrontation avec la motivation de groupe. Et je pense que ça n'existe pas. Ça n'existe juste absolument pas. Il y a même n'importe quelle réunion dans n'importe quelle boîte finit par au moins 2 mecs qui se fritent avec 2 autres. C'est pas possible autrement. Et là, on parlerait du Graal avec toute la portée symbolique qu'a le Graal, sachant que le Graal est un symbole qui a changé au cours des siècles au moins 6 fois. Ça a été un vase, un truc. Et là, on nous présenterait des films où 30 mecs vont chercher le Graal et ils savent tous ce qu'ils vont chercher. Aucun problème. Alors ils jurent fidélité, ils ont des tirades et des machins. Et moi qui arrive dans le truc, modestement, en mettant des réunions où on va chercher le Graal, mais personne n'a compris ce qu'il fallait aller chercher, c'est moi qui suis pas logique. Ah non. Moi je suis réaliste. C'est eux qui ont inventé le phénomène de groupe. Ça n'existe pas des groupes comme ça. En t'écoutant, je me dis même qu'au-delà d'être réaliste, tu es un optimiste. C'est-à-dire que tu considères que quelqu'un qui envoie des troupes ou des proches sur une quête impossible à comprendre fera l'objet de controverses, de contestations. Quand on voit aujourd'hui qu'on a des leaders mondiaux qui envoient leur pays sur des guerres qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'expliquer, mais qui sont suivis malgré tout aveuglément, est-ce que quelque part, Arthur, c'est pas ça, c'est pas une forme de vision optimiste du fait qu'un chef qui réclame quelque chose d'incompréhensible pourrait ne pas être suivi? Et c'est difficile parce que Arthur, il se montre dépressif, il se montre quand il ne sait pas, il se montre quand il n'a pas la réponse, il se montre quand il n'a pas envie.
Ils se montrent sincères. Les leaders aujourd'hui, ça dépend desquels on parle, mais enfin, en gros, se montrent pas comme ça. Ils se montrent extrêmement sur d'eux, et il y a dans le discours politique ou de campagne, il y a un truc que moi je trouve grotesque, vraiment fondamentalement ridicule, et de la part de beaucoup de nos dirigeants à nous, qui est le discours du poing sur la table. Le point sur la table, genre avec moi ce sera ferme, je suis un homme de conviction, c'est une preuve de bêtise pour moi. Un mec qui nous dit à nous j'ai des convictions et je ne les lâcherai pas, déjà il y a un niveau de crétinerie qui est admis, qui moi me choque beaucoup. Là, il y a en plus de ça, on atteint un stade où effectivement on a quelques figures politiques internationales qui savent carrément plus de quoi elles parlent elles-mêmes. Donc là, on est au-delà de ça, ça fait très peur, parce qu'ils vont plus loin que moi. Ils sont complètement tarés, c'est-à-dire j'aurais jamais osé les écrire. Oui. Là. Trump, tu peux pas l'écrire. Si tu écris Trump, les mecs te disent arrête. C'est pas crédible. Bah, oui, la réalité n'est pas crédible. Enfin, on va pas s'injecter de la javel parce qu'il y a un virus. Personne ne croirait ça. Si, on peut. Le mec, il a posé les bases tout de suite. C'était extraordinaire. Au tout début, là, dans son premier truc, il sortait de chez lui, il disait il fait froid, hein. Et après, on va me dire que le climat se réchauffe. Voilà. C'est bon, on y est. Et là, il déroule le gars. Hop, il y a tellement de conneries qu'on n'a pas le temps de les choper, il y en a trop. Et en fait, ça marche. Alors ça, c'est le flip. Moi, c'est ce qui me fait flipper, c'est que ça fonctionne. Tu as mis en scène pendant des années, tu mets encore en scène un roi, justement un roi qui cherche malgré tout à convaincre de la légitimité de ce qu'il propose, qui échoue, qui d'ailleurs abdique parce qu'il a échoué. Est-ce que tu crois en l'idée d'un homme providentiel ? Est-ce que fondamentalement, le fonctionnement de nos démocraties qui consiste en gros à élire un type ou une femme en espérant que cette personne aura la solution à tous nos problèmes, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, auquel tu crois, ou est-ce que ça te pose problème ? Alors du point de vue de l'écriture, si on parle vraiment d'écriture pure, il faut comprendre que notre façon à nous, qui date d'un peu d'Aristote quand même, de comprendre ce que c'est que raconter une histoire, c'est-à-dire, on va pas être trop technique, mais quand on raconte l'histoire de quelqu'un qui a un problème là, et puis qui va se battre là, et puis qui va le régler ici, et qui en même temps qui va régler ses problèmes personnels, va régler les problèmes de tout le monde, voire du monde entier, il faut bien savoir que c'est chez nous, ça. C'est-à-dire qu'il y a des civilisations qui trouvent ça grotesque comme histoire à raconter. En Inde, par exemple, le principe du mec seul qui sauve tout le monde est un peu ridicule d'un point de vue traditionnel de la narration. Nous, on ne sait pas pourquoi, on a besoin peut-être de représenter l'effort collectif par une tête. Et on croit beaucoup à ça. Mais parce que je pense que d'un point de vue freudien, si on peut dire, le moi vis-à-vis du monde, en fait, on veut le retrouver dans les films, on veut le retrouver dans les histoires. C'est-à-dire que c'est moi et puis tous les autres, moi contre tout le monde. Donc on adore les histoires d'un mec qui part tout seul de rien et qui finit par tout renverser. Mais je pense pas que ce soit fait pour être réaliste, je pense que c'est de la com. Et en politique, je pense que ça en est aussi. C'est-à-dire qu'on va élire le mec qui a une bonne gueule, qui a une bonne voix, qui a l'air sympa, qui a l'air... je veux dire, on parlait de Trump. Si on parle d'Obama et Trump, il y a quand même une histoire de... Ce sont des figures, ce sont des héros de film, chacun. Alors après, chacun choisit son méchant et son gentil, je ne suis pas là pour ça, mais celui qui est seul pour tout régler, c'est un fantasme, mais c'est un fantasme même en écriture. Dans Kaamelott, il y a un discours sur la rhétorique, un discours qui passe notamment par un personnage, le personnage du roi Lot, qui est presque une personnification de la rhétorique. Il y a de nombreuses scènes de discours dans Kaamelott qui souvent tournent au fiasco, hein. Arthur sur la plage, les paysans pas contents dans la salle de bain. Bon, souvent, quand il y a du discours, ça se passe pas très bien et c'est un peu ridicule. Est-ce que c'est ta vision, plus généralement, sur la rhétorique elle-même, la politique ? Est-ce que toi, tu vois ça comme un spectacle un peu grotesque ? Il y a un truc qui me plaît à écrire, mais en plus, là, tu parles de Lot, c'est donc François Rollin. Oui. François Rollin, il y a un truc qui est très agréable à faire, c'est que quand j'ai commencé à écrire un truc, il y a un épisode, je crois que c'est le début de la saison 5, en fait, il a fait un putsch, il a très clairement trahi pour tuer tout le monde, et en fait, il est fait prisonnier, convoqué, il est devant Arthur, et Arthur lui dit rien d'ailleurs, et l'autre dit « Oui, mais vous voulez que je vous dise quelle est la vraie raison de tout ça ? L'amour. » J'avais pas la suite,
Mais Rollin, qui doit se dépêtrer et pédaler dans la semoule pour passer du putsch à l'amour, franchement, ça t'as envie de le faire. T'as envie de lui écrire ça et t'as envie qu'il se débrouille avec. Pour moi, la rhétorique, il y a un côté comme ça aussi, oui. C'est-à-dire tout oser, tout dire. Et puis, je crois que je suis un peu amoureux aussi des mecs qui sont transparents avec eux-mêmes. Quand Perceval dit, vous savez bien qu'on est des cons, nous. J'aime bien les cons qui le savent. Ou l'autre qui dit non mais moi mon truc c'est la trahison, c'est intrinsèque. Normalement un traître, il y en a eu beaucoup dans ces murs à travers les siècles, on est d'accord qu'ils le disent pas, mais lui il le dit. Si bah oui, pourquoi est-ce que je trahis? Mais je trahis parce que peut-être par peur de m'attacher, il va développer. Le mec va avoir tout un robinet comme ça pour expliquer pourquoi c'est un traître fondamental. J'aime bien les gens qui voient clair en eux-mêmes en fait. Tu as écrit la litote française la plus célèbre depuis Corneille. Généralement, pour décrire ce qu'est la litote, donc le fait de dire moins pour faire entendre plus, on citait le Cid, va, je ne te hais point. On pourrait désormais citer c'est pas faux. J'ai pas de question particulière. Est-ce que tu peux nous parler de cette figure? C'est une manière de pas répondre. C'est entièrement rhétorique là-dedans. En fait, si jamais tu comprends pas quelque chose, dire c'est pas faux, ça veut pas dire je suis d'accord. Ça veut dire je peux te suivre, mais avec critique. J'accepte de te suivre après avoir compris ce que tu viens de me dire. Mais de temps en temps, dans le c'est pas faux, on ne peut pas toujours l'utiliser, parce que les gens oublient la règle du c'est pas faux. Le c'est pas faux, ça marche pendant 3, 4, 5 réponses. À la 6e, il faut dire « Ah non, ça par contre, je n'ai pas compris ». Si tu n'admets pas avoir pas compris quelque chose au moins une fois de temps en temps, tu vas paraître très louche. Donc tu as le droit de comprendre 4-5 trucs, admettre que tu n'as pas compris le 6e et tu repars sur un cycle de 6. Est-ce que tu es quelqu'un dans ta vie quotidienne qui cherche à convaincre? Est-ce que c'est quelque chose, une dynamique dans laquelle tu te retrouves à tenter de convaincre quelqu'un de quelque chose? Ça peut être convaincre d'aller dans tel resto ou tel autre. On n'est pas forcé d'essayer de se convaincre de grandes idées politiques. Mais est-ce que cette dynamique d'aller chercher la conviction de l'autre, c'est quelque chose qui t'appartient? Ouais, vraiment. Puis depuis tout petit. Je crois que je suis très chiant avec ça. Non, mais sincèrement, c'est vrai, je pense que je suis très chiant avec ça. Je pense que je me calme avec l'âge, quoi, évidemment. J'entends des trucs qui me semblent à moi des conneries. Bon, je les relève pas. Plus jeune, je sautais sur les conneries, oui. Enfin, ce que j'imaginais en être, évidemment. Hein. Mais ouais, j'aime bien essayer de convaincre. Il y a des gens qui sont difficilement, c'est difficile, certains. Ceux qui me font un peu plus peur, les illuminés. J'ai peur des illuminés. Ce qui te fait peur dans ce que tu appelles les illuminés, est-ce que c'est la certitude? Est-ce que c'est la certitude inébranlable chez l'autre qui provoque ça? C'est terrible. Terrible. Pour moi, c'est une terreur, vraiment. Là, un jour, dans un magasin, j'ai rencontré un type qui vient me voir et qui me dit oui, alors on me dit que vous êtes connu. Et le mec commence à mettre la main dans sa sacoche. Je me dis, il va me faire signer quelque chose, cet homme-là. Ou prendre son téléphone pour faire un selfie. Il me dit, moi je ne vous connais pas du tout, mais je vous donne un papier parce que j'ai rencontré Jésus à 18 ans. Et moi, quelle chance. Et moi je dis non. J'ai juste dit non. Et le mec dit, comment ça? Non, vous n'avez pas rencontré Jésus à 18 ans. Et le mec a cette espèce de petit sourire qui me terrorise et qui me glace le sang en disant, genre, tu peux pas comprendre. Si, vas-y, essaye gros. Enchaîne, on va voir. Si, fais-moi confiance. Dans toute ta carrière, quand j'ai retracé les œuvres que tu avais créées, je me suis rendu compte que tu avais incarné beaucoup de grands hommes. C'est-à-dire, quand on fait la liste, tu as incarné le roi Arthur, Jean-Sébastien Bach, Copernic, Ptolémée. C'est quoi le plaisir particulier à incarner des grands hommes? Enfin, pourquoi est-ce que ça vient dans ta création comme quelque chose de régulier? Parce que je crois qu'au fond de moi, je pense que devenir grand, comme tu dis, en tout cas célèbre, ou en tout cas je ne sais pas quoi, c'est une malédiction. Quand la notoriété te tombe dessus, ou quand la responsabilité te tombe dessus, qu'elle soit politique ou autre, mais que tu dois fournir, être, que tu es surveillé, écouté, surécouté, surcritiqué, que tu déclenches des jalousies et que donc tu déclenches des... J'ai lu un commentaire à propos de cette petite émission, je te fais une digression. Tu sais, j'ai reposté la petite publicité de ce qu'on faisait là maintenant. Okay. Et dans les il y a quelques commentaires, beaucoup de commentaires très impatients de nous écouter. J'espère qu'on ne déçoit pas. Des commentaires qui ne peuvent pas nous saquer. Il y en a un que j'adore. Est-ce que tu le veux? Avec plaisir.
2 melons. 2. Exceptionnel. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y avait l'emoji melon à côté? Rien, 2 melons. J'ai trouvé ça magnifique. Mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui savent ce que c'est d'être humble dans le truc. Il y a des gens qui pensent que parler, par exemple, ou répondre aux questions, c'est déjà se la raconter. Ou faire plusieurs métiers. Il y a des gens qui pensent que faire plusieurs métiers, c'est prétendre les faire et donc déjà être dans une grande prétention de soi-même, etc. Ou de parler. Voilà, là, par exemple, je réponds à tes questions. J'ai déjà, tu vois... Mais toi aussi. Ah oui, bah, ça c'est, voilà, moi je m'y suis fait. Oui, on s'y fait tous. Est-ce que c'est quelque chose qui te vexe, qu'on peut dire de toi, les gens qui disent que tu n'es pas humble? Ça me vexe pas, ça m'énerve, franchement, oui. Quand t'es connu, quand t'as un peu de notoriété, tu as de la notoriété parce que tu intéresses, bon, certains. Et en fait, tu déclenches de l'intérêt chez des gens et donc tu fais naître une seconde population de gens qui sont jaloux du fait que tu crées de l'intérêt chez le premier groupe. Et donc, tu crées un deuxième groupe de gens qui essayent d'expliquer au premier que tu ne mérites pas d'intérêt. C'est la règle, c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, les deux groupes te sont très attachés, en fait. Hein, mais bon, avec des couleurs différentes. Mais je pense que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'humilité. Ils ne comprennent pas où ça va chercher. Le fait de ne pas savoir, le fait d'accepter pas savoir faire, le fait d'accepter de dire des conneries, le fait d'accepter de se reprendre, le fait d'accepter de changer d'avis, le fait d'accepter de se sentir pas assez bon, pas machin. La vraie humilité, elle est dans ce que tu fabriques. Elle est pas dans l'attitude. Et ça m'énerve, oui, parce que je trouve que c'est simplement con, en fait. C'est juste pas vrai. C'est pas ça, le melon. Mais c'est pas ce qui me fait le plus mal dans ce qu'on dit. Et alors, donc, question logique. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Oui, on rebondit. Voilà, j'ai envie de dire. Avec talent. Je partais ailleurs, mais je sais la balle au bon. Il y a une perche, qui est tendue. Bien sûr. Je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est quand on prétend que ce que je fais n'est pas honnête. Ça me fait mal. Parce que Kaamelott, c'est du cinéma d'auteur, en fait. C'est très rare, les sagas qui sont toujours écrites par le même mec, qui essaye d'écrire à chaque fois qu'il écrit, selon ce qu'il est, au moment où il est, avec l'honnêteté, avec le fait de se faire extrêmement peu pervertir par l'industrie, ou quasi pas. C'est-à-dire que j'écris exactement ce que je veux, je m'engueule avec les gens qui voudraient que ce soit plus comme ci, plus rouge, plus blanc. Je suis toujours droit dans mes bottes, j'engage qui je veux, je n'ai aucune obligation. Et je prends des risques à chaque fois parce que je change, je bouge, j'évolue. Je me dis, putain, ça va déstabiliser, ça, ils vont pas aimer, ça, ils vont machin. Et quand même, je reste comme ça parce que c'est la plus grande preuve de respect que je peux avoir pour les gens. C'est de toujours me mettre en danger sur les choses. Quand on prétend que j'ai pas été honnête, ça me fait chier. Ouais. J'avoue que là, il y a eu un petit commentaire une fois d'un mec qui a dit « ça se voit qu'il bosse chez Disney maintenant ». Parce que Anna, dans KV2, là, qui joue la demi-sœur d'Arthur, selon lui, je l'avais calqué sur Maléficia. Parce qu'on m'avait obligé. Parce que Disney m'avait obligé à lui donner les traits de la sorcière. C'est drôle parce que... Bon, c'est un con, attention. Non, mais toutes les critiques sont pas que des cons. Mais là... Non, mais ce qui est drôle, c'est que c'est ce que tu décris bien. Là, tu me parles d'un commentaire. Alors que tu dois avoir tu as des milliers de commentaires sur ton œuvre. Mais c'est quelque chose, je pense que toutes les personnes qui créent, qui s'exposent avec leur création décriront. C'est-à-dire qu'il y a des milliers et des milliers de commentaires, la plupart rebondissent. Et puis à un moment donné, il y en a un qui vient toucher la corde sensible. Il y en a un qui s'infiltre entre les mailles de l'armure. Disons qu'avant les réseaux, tu étais tout autant détesté quand tu étais connu de partout et avec autant de proportions. Et, sauf que voilà, le dimanche, il y avait la famille machin qui invitait tout le monde, il y avait tonton truc qui disait « Oh ouais, non mais Astier, t'as compris, avec ce qui se file dans le pif, machin. » Bon, mais en fait, on s'en fout parce que tu n'en étais pas témoin, ça ne te concernait pas. Maintenant, ces gens-là se publient, c'est-à-dire que moi, je suis pour l'arrêt de l'anonymat sur Internet. Tu mets ton nom, ton prénom, puis après, tu discutes. Voilà, c'est le minimum, et ils ont le mien. Ils ont mon nom, mon prénom. C'est normal que les gens qui me parlent, tu vois, je ne veux pas me laisser insulter, cracher à la gueule. Surtout qu'en plus, je fais des films, tu vois. À part les grands hommes, il y a un autre
trait d'union qui unit plusieurs de tes œuvres, c'est la tristesse. Que ma joie demeure, tu mets en scène un Jean-Sébastien Bach qui est triste. Dans Kaamelott, tu mets en scène un roi Arthur qui est fondamentalement triste, qui est même dépressif. Pourquoi tu as eu cette envie ou ce besoin, je ne sais pas, d'aller travailler dans au moins 2 de tes œuvres sur des personnages fondamentalement tristes? Ah, il y a une fonction un peu, certainement, chasse d'eau de ma mélancolie personnelle, sûrement. Moi, je trouve que c'est plus réaliste, la tristesse. C'est difficile quand même d'être quelqu'un qui arrive à ne faire que se réjouir. Les optimistes, j'ai beaucoup d'admiration pour les optimistes, mais j'en suis rigoureusement incapable, vraiment. Tout m'abat, quoi. Tout m'abat. C'est-à-dire là, par exemple, la mission Artemis 2 a encore déclenché un flot de complotistes qui prétendent que c'est encore faux. J'ai envie de chialer, quoi. De chialer. Je dis, mais c'est pas possible. Encore. On n'y est pas allé, machin, c'est pas possible. La ceinture de Van Allen et le machin. N'importe quoi pourvu que ça mousse. C'est hallucinant. Et ça, non, parce que effectivement, il y a des gens qui... c'est important pour eux de vivre dans un monde où on leur ment. C'est très important. Ils ont une meilleure place dans un monde où ils décèlent le mensonge plutôt que d'accepter ce qu'on leur raconte. Donc je comprends, bon après c'est perso, tu vois, ils n'abandonneront pas cette peau de quelqu'un qui sait déceler et qui sait surtout prévenir et alerter les autres du mensonge général. Je l'entends. Pour autant, je suis triste. Ça me rend triste. Que Trump soit réélu, ça me rend triste. Mais c'est pas politique, c'est pas genre oh, machin. Je ne m'insurge pas, je m'en fous. Mais qu'un mec comme ça, avec la pub qu'il fait de lui-même, arrive à obtenir le crédit, c'est-à-dire des gens qui disent ouais, celui-là, c'est lui, et ça ira mieux après. Merde, non. Non, ça c'était marqué dessus que non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà. Et en France, c'est terrible parce que ça arrive, ça vient là. Ça vient, ces discours-là, ils viennent petit à petit. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Il y a un petit. Non, mais c'est vrai. C'est quand tu regardes ce que l'extrême droite a gagné de crédit et de sympathie c'est petit à petit là, digui, ça arrive. Ça arrive et ça va. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ça arrive pour qu'on se rende compte que... Je sais pas. Mais c'est triste, ça. C'est triste, non? Vous n'êtes pas triste, Clément Viktorovitch? Comment... Moi, j'adopte la devise de Gramsci. Moi, j'ai le... Oui, vous tournez autour, finalement. Voilà, moi, j'ai le pessimisme de l'intellect et l'optimisme de la volonté. Je me dis qu'on va finir par s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ah, on va finir par s'en sortir. Oui, on va finir par tous crever, ça c'est certain. Est-ce que vous appelez ça s'en sortir? Je ne sais pas. Mais cela dit, tu dois avoir, au-delà de la tristesse, une fascination pour l'écriture de personnages dans la vie réelle. Marine Le Pen qui se met en scène avec ses chats sur son Instagram, les Jordan Bardella qui fait des TikTok à la salle de musculation, c'est Trump. Bon, Alors Trump, non, si Trump, il y a eu un truc extraordinaire. Trump, il y a eu les insultes au gouvernement iranien avec le lapin de Pâques. Oui. À côté. Et après, un discours original. Sur la nouvelle salle de bal. En même temps. Il en a rien à foutre. Rien du tout. Mais rien à foutre à ce point-là. C'est-à-dire que moi, j'en connais des gens qui n'ont rien à foutre, mais ils n'ont pas le doigt sur le bouton, voilà. Quand même. C'est ça la différence. Différence ténue. C'est ça. Quand on prend Kaamelott dans son ensemble, et avec tout ce qu'on s'est dit là, est-ce que tu définirais encore Kaamelott comme une comédie? Pas du tout, c'est une tragédie dissimulée sous une comédie. Tu as réussi à installer dans la durée en France une saga de fantasy. Est-ce que tu définirais Kaamelott comme une saga de fantasy? Ouais. Oui, c'est fantasy, épique, comédie, tragédie. Tout à fait. Avant Kaamelott, quelle place avait la fantasy dans ton existence? Est-ce que c'est un genre qui t'a particulièrement accompagné? Oui, alors j'aime pas forcément tous les poncifs de la fantasy, mais j'ai vraiment fait une découverte quand je devais avoir 13-14 ans. C'est d'ailleurs un cadeau de José Drevon, qui joue Igerne dans Kaamelott, qui est la mère de mon demi-frère, qui m'avait offert, quand j'ai eu 14 ans, mon premier livre de jeu de rôle. C'était Warhammer, première édition. Et en fait, au-delà du monde Heroic Fantasy,
jouer au jeu de rôle et inventer les jeux de rôle et jouer à un jeu qui n'a aucune limite, en fait, qui est très serré, très cadré par une règle, mais qui pour autant n'a pas les limites d'un plateau ou même d'un scénario fixe. J'ai vraiment dans ma tête, même en tant que scénariste, je pense que ça a beaucoup compté pour moi, le jeu de rôle. En revanche, je pense que la fantasy, je la considère comme générique. Je n'aime pas la fantasy particulière. Je suis pas un zinzin de la Terre du Milieu et tout ça, parce que c'est particulier et que ça impose des choses au milieu d'un monde qui, pour moi, est un monde neutre, en fait. Il y a le monde du froid, du chaud, et la glace, la flotte, les bateaux, les voyages, les villes, les campagnes, les routes, les méchants, les monstres. Et tout ça est un truc, pour moi, qui est un décor dans lequel tout peut se passer. Pour moi, la fantasy, c'est ça. C'est vraiment un décor dans lequel tout peut se passer. Des choses très épiques, comme des choses très domestiques, comme des choses romanesques, comme des choses triviales. Et j'aime bien la fantasy pour ça, avant tout. Est-ce que Kaamelott aurait pu être autre chose ? C'est-à-dire, finalement, c'est l'univers que tu as installé, que tu as eu l'opportunité de développer pendant une vingtaine d'années. Et cet univers, c'est un univers de fantaisie. Et comme tu le dis, c'est une toile blanche sur laquelle tu as pu peindre ce que tu voulais. Mais est-ce que, dans un univers parallèle, Kaamelott, ça aurait pu être un polar ? Est-ce que ça aurait pu se passer dans de la science-fiction ? Est-ce que l'univers de fantaisie, il était vraiment consubstantiel à cette grande œuvre ? Ou est-ce que c'est un hasard de ton histoire personnelle ? Non, je crois que c'est un hasard. En revanche, je crois beaucoup au fait de détacher ces choses-là de notre époque à nous. Peu importe laquelle, c'est pas forcément celle-là, mais je pense que la comédie est hyper renforcée par le fait de se trouver pas au coin de la rue. Je trouve que les personnages sont plus solides, ils sont plus sur leurs jambes quand ils font partie d'un monde qui a disparu, avec la douceur que propose un monde qui n'est pas voilà, juste en bas et qui pourrait arriver, mais qui est loin de nous, avec un vernis devant, avec des couches d'histoire et de contes de fées. Ça, par contre, je pense pas que le contemporain, je sais pas si ça m'aide beaucoup. Mais bon, on regarde les Monty Python, ils ont fait du Graal, ils ont fait la vie de Jésus, et voilà, ce qui compte, c'est de décaler le truc pour y retrouver généralement la même chose que ce qu'on a chez nous. Mais le décalage compte. Mais par contre, la fantaisie particulièrement, non. Genre, ça aurait pu se passer complètement ailleurs, oui, c'est vrai. À la fin de la saison 6 de Kaamelott, il y a une phrase que tu as choisi d'écrire en toutes lettres, donc qui ne fait pas partie des dialogues. Tu as choisi d'écrire « Bientôt Arthur sera de nouveau un héros ». Je n'ai jamais compris cette phrase. parce que moi, ce que j'ai compris, mais peut-être ai-je compris de travers, tout ce que j'ai compris des saisons 5 et 6 de Kaamelott, c'était que Arthur n'était pas un héros, que c'était un type un peu ordinaire qui avait été projeté dans un destin extraordinaire et qui avait passé toute sa vie à essayer d'être à la hauteur et qui, à la fin, dit « j'ai échoué ». Et pour moi, c'est la définition de ce que n'est pas un héros. Et j'ai pas compris cette phrase. Eh bien, je pense qu'en fait, c'en est un, moi. C'est ça, un héros, pour moi. C'est justement ça. Les mecs qui n'ont aucune faille, c'est jamais des héros. Quand tu vas dire à des... Parce que qu'est-ce que c'est un héros ? C'est un mec qui est porteur de quelque chose, qui porte les espoirs des opprimés. Pour moi, on parlait de politique tout à l'heure ou de leader, moi je voterais plus pour Arthur que pour beaucoup de gens qui prétendent aller bien, par exemple, ou savoir où ils vont. Je suis très rassuré par le fait qu'un mec me dise « je sais pas où je vais ». J'ai des trucs auxquels je crois, évidemment, j'ai quelques priorités, j'ai une forme de morale que je me suis forgée, je vais faire de mon mieux, je vais bosser. Si un mec politique aujourd'hui me disait ça, je pense que je l'écouterais vraiment. Plutôt que des mecs qui vont m'avancer, qui sont convaincus de tout, et puis ils vont aller tout droit. Quoi qu'il se passe à gauche ou à droite, ils vont aller comme ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est une forme de... Comme je te dis, c'est la politique du poing sur la table. Les politiques à la Léo Dagan et tout ça. Mais Arthur, pour moi, c'est un héros. C'est un héros justement parce qu'il ne va pas bien. Parce que c'est un mec, en fait. C'est juste un mec. Et on a besoin de ça. Pour moi, un héros, c'est ça. C'est un gars qui fait ce qu'il peut. Et il va revenir à la fin de la 6. Il va là, parce qu'il n'est pas bien à la fin de la 6, quand même. Il n'est pas en forme, le mec. D'accord. Il squatte une villa pourrie, envahie par les herbes, dans une Rome qui tombe. C'est vrai. La villa est cossue, cela dit. La villa est cossue, mais elle est abandonnée. Ouais, il va aller mieux. Spoil, non. Mais bon, ça me coûte rien de le dire. Il va essayer. Voilà. Ta définition du héros, c'est un mec qui essaye. Ouais. Et qui a l'honnêteté d'avouer qu'il essaye. Absolument.
Et c'est un mec qui dit c'est trop lourd pour moi, et il pose son sac à dos. Et de temps en temps, il dit bon allez, je réessaye, il reprend son sac à dos. Ça, pour moi, c'est un bon héros. Eh ben, tu m'as réconcilié avec la fin de la saison 6. Écoutez, si je peux rendre service, tu sais. Tu as monté 2 pièces de théâtre, Que ma joie demeure, où tu incarnais Jean-Sébastien Bach, et puis l'Exoconférence, qui est centrée sur l'astrophysique. Le point commun de ton théâtre, en tout cas de ton théâtre récent, c'est la forme conférence. Tu joues avec le 4e mur, il est présent, mais en même temps il se floute. Dans ta pièce, tu incarnes un personnage qui parle à un public, et toi-même, sur scène d'un théâtre, tu parles à un public. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette forme-là pour être celle de ton théâtre actuel? Alors, probablement grâce à François Rollin, qui a l'habitude d'expliquer des choses débiles, mais avec un ton professoral extrêmement prégnant. C'est ça, j'avoue que j'ai toujours trouvé ça génial. Mais en revanche, moi, j'ai été élevé dans un monde de théâtre où il y a le 4e mur. Ça n'existe pas de parler au public. Et quand je vois certains de mes camarades qui ont vraiment des interactions avec le public systématiquement, alors c'est plus des stand-uppers bien sûr, mais moi ça me fout les jetons à l'idée de retourner sur scène. J'ai l'impression que depuis que je n'y suis plus, le public vient ici avec une petite anecdote en espérant que ça tombe sur lui. Et si c'est ça, cette adresse au public que j'avais, mais tu as raison, c'est pas vrai, c'est un 4e mur. C'est un faux moi qui s'adresse à un faux parterre. Il y a pas de. C'est un spectacle rhétorique, il y en a qu'un qui parle, quoi. Et si jamais il y en a un qui répond vraiment à mes questions, par habitude d'un public qui s'exprimerait plus qu'avant, là, je suis mal, là, parce que c'est pas mon boulot, du coup, je sais pas faire ça. Mais j'ai pas envie de savoir faire, en plus. Ça ne t'intéresserait pas d'explorer l'improvisation sur scène? Si, mais Oui, mais pas avec le public. Non, je sais même pas, non. Je crois pas. Je crois pas, non. Même les gens que j'adore, les stand-uppers, y compris qui savent très bien le faire, des mecs comme Bill Burr ou des mecs comme ça, ils m'intéressent quand même plus quand les gens ferment leur gueule dans la salle. J'ai pas besoin des commentaires, je m'en fous en fait. C'est pas vraiment. Je suis pas impressionné par le fait que je suis admiratif de certains potes qui le font parce qu'ils ont la bonne réponse, machin, mais généralement c'est agressif déjà. Non, je sais pas, c'est pas mon truc, quoi. Vraiment, Et d'ailleurs, je sais que j'ai certains de mes potes. C'est pas leur truc tellement non plus. Ils en ont marre peut-être des fois. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Voilà, on les connaît comme ça, donc bon. Ces 2 pièces, elles représentent quelque chose comme 6 ans de ta vie, plus ou moins. Est-ce que la scène aujourd'hui te manque? Est-ce que le théâtre te manque? Je sais pas. Comme je te disais, j'aime pas mon métier, donc c'est compliqué. Non, mais c'est vrai que je me suis fait des frayeurs. C'est vrai. Le soir de Bercy, pour la dernière de l'Exoconférence, c'est Bercy. On est à moins 3 minutes. Quelqu'un qui vient de dire 3 minutes. Et 3 minutes, dans 3 minutes, ils sont 13 000 et tu tiens tout seul 2 heures. C'est que toi devant 13 000, 2 heures. Et en fait, il y a un truc, toi qui fais de la scène, tu le sais, mais il y a un truc animal avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans un monde animal, je prends souvent cette analogie, mais j'ai l'âge de me répéter maintenant, tout va bien. Les mecs, ils vont... Tu vois, t'as une bestiole dans la savane qui va boire un coup de nuit à bord de la rivière et qui se rend compte en levant la tête que de l'autre côté de la rivière, il y a 1000 bestioles qui le regardent dans le noir. C'est une situation de danger de mort. C'est une situation où il faut fuir. On est cuit. Eh ben, Bercy, tu rentres, tu es seul, en lumière, donc tout le monde sait où t'es. Et toi, t'es face à 13 000 mecs dans le noir, tu vois pas un œil, et ils disent rien. Ton cerveau te dit va-t'en. Va-t'en, tu as encore une chance. Mais parce que c'est une situation qui est réellement illogique. C'est un truc très humain, mais c'est pas un truc très animal. Alors moi, j'ai tout un tas de trucs. J'ai des télégrammes de ma mère qu'elle m'envoie en disant « Attention, s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie de te voir. » Oui, ok, je sais bien. Je me doute, oui, d'accord. Ils sont plutôt bienveillants. Jusqu'à ce que je les déçoive. Tu vois, les 10 premières minutes, ils vont être de mon côté. Mais après, s'ils se font chier, il y a 1h50 à tenir, donc c'est compliqué. Donc non, je trouve ça extrêmement violent. J'ai vécu de très belles choses sur scène, c'est pas le problème. Mais je trouve ça violent, je trouve ça difficile. En plus, j'aime pas partir de chez moi, et c'est des époques de tournée. Et alors, je dirais pas que ça me manque pas, mais parce que j'y retournerai sûrement, c'est sûr.
Qu'est-ce que tu y trouves dans ce cas? C'est ça la vraie question. La sensation de faire mon métier parce que c'est un métier de famille. Et que quand j'étais petit, je jouais au Lego dans les arrière-sièges d'un théâtre qui s'appelait l'Eldorado à Lyon, qui n'existe plus, pendant que ma mère répétait avec Boeglin, Coltès même. Et en fait, le théâtre est un endroit familier. Les sièges, les coulisses, les trucs. Et en plus, quand j'étais petit, il y avait un truc assez magique, il faut essayer de se mettre dans la peau de ça, c'est qu'à la fin du spectacle, tout le monde sort, mais toi, tu restes là. Et à un moment, tu as un régisseur qui vient et puis qui fait comme ça, il t'attrape la main, il te lève, et tu passes derrière, avec les gens qui se démaquillent et ton père ou ta mère qui te font un câlin. Ça, c'est un truc, je sais pas comment dire, je suis chez moi dans un théâtre. Voilà. Je n'y fais peut-être que des choses sans talent et je fais chier tout le monde, c'est une chose. Mais je suis chez moi dans un théâtre. Et c'est un truc où je me dis, j'ai peur, c'est une situation d'inconfort terrible, mais j'ai l'impression quand même que quand j'y suis, je suis à ma place. Cet inconfort, il a persisté tout au long des tournées de spectacles? Ouais. Oui, j'ai jamais l'impression de suffire, j'ai jamais l'impression. Et c'est marrant parce que il y a des salles où, par exemple, tu vois les gens arriver. Il y en a une à Nantes, par exemple, où en fait, il se trouve que les loges sont sur le parking. Elles donnent sur le parking. Tu es très élevé, comme ça, tu ouvres 2 trucs de persienne et tu vois le parking. Et en fait, tu vois arriver les gens. Donc, par milliers, avec des familles, des groupes de potes, des enfants, des personnes âgées. Et tu as envie d'ouvrir la fenêtre en leur disant « Mais foutez le camp !» Mais ne perdez pas vos sous. Tu sais, ils ont payé le resto, la nounou, le machin, le parking, le truc. Tu fais partie de la soirée, quoi. C'est-à-dire que... Et toi, tu es là avec tes petits bonhommes, tes petits machins. Tu leur dis, oui, mais attendez, moi, quand j'ai écrit ça, je pensais pas que vous viendriez vraiment les écouter. Enfin, c'est pour déconner, les gars. Et du coup, tu as une responsabilité sur l'épaule. Or, le fait, c'est que je sais intellectuellement qu'il faut que j'aille bien pour le faire. Mais c'est une démarche intellectuelle et c'est une démarche forcée. Par exemple, la dernière à Bercy, c'était, en plus d'être à Bercy, c'était la dernière de toutes les exos. J'en ferai plus après. Avant de rentrer, je me suis dit, tu sais cette sensation que tu as à chaque fois que tu viens de finir une pièce, qu'en fait ça s'est bien passé et que tu aimerais revenir pour la refaire détendue. Ce qui n'arrive pas. Tu ne reviens pas. Bien sûr. Eh bien, en fait, cette sensation de ne pas pouvoir revenir, elle était décuplée par Bercy. Parce que c'était la dernière. Et puis c'est Bercy. Il y a un côté... c'est impressionnant sur scène. Et effectivement, là, avant de rentrer, je me suis dit, fais la deuxième tout de suite. Fais la deuxième que tu aurais faite une fois que tu auras compris, enfin, au bout de 105 représentations où les gens souvent finissent debout, pardon, c'est pas très, mais c'est vrai. Donc il y a peu de gens qui disent c'est de la merde. Donc pourquoi ça arriverait encore à la 105e que les gens, 13 000 personnes disent non. Ça n'arrivera pas, c'est vrai. Donc, fais tout de suite la deuxième. Attends pas de passer toute une pièce à t'inquiéter pour te rendre compte que les gens ont quand même apprécié ce que tu as fait, pour avoir envie de revenir la faire, parce que tu ne reviendras pas la faire, pas plus que les autres. Déjà parce que tu viens de prendre la place de Maria Carré et demain, il y a je sais pas qui. Donc, c'est bouclé. Donc, fais tout de suite celle qu'il faut, en fait. Et je suis arrivé, c'est vrai, à plus me détendre, à plus être avec les gens. Ça a l'air bizarre avec 13 000, mais à être plus intime, plus... Et bon, j'y suis arrivé, mais c'est un effort il a fallu que je me convainque moi-même. Les amis, si vous m'accordez une petite minute, j'aimerais vous parler d'un projet qui me tient très à cœur puisqu'il s'agit de mon propre spectacle. Vous le savez peut-être, je suis en tournée depuis maintenant 3 ans avec un seul en scène qui s'intitule « L'art de ne pas dire ». J'y incarne le conseiller en communication du président de la République qui vient de se faire virer de son poste et décide de se venger en organisant une conférence dans laquelle il révèle tous les secrets de manipulation du pouvoir. L'art de ne pas dire, c'est une aventure qui a commencé dans la petite salle du théâtre Le Pic à Montmartre et qu'on a amené jusqu'au Dôme de Paris devant 4000 personnes. Alors, pour la toute dernière saison du spectacle, on a décidé de se lancer un défi un peu fou. On a décidé d'amener ce spectacle sur la rhétorique dans les Zéniths de France pour une grande tournée des Zéniths sous une forme complètement renouvelée avec une nouvelle mise en scène et de nombreuses surprises. Cette tournée commencera début 2027 et elle se finira le 16 février à l'Adidas Arena de Paris. Toutes les infos et le lien vers la billetterie sont en description. On espère
que vous aurez envie de passer ce moment avec nous. En tout cas, moi, je me réjouis à l'idée de vivre cette aventure avec vous. Et d'ici là, on retourne à notre interview. Tu parles beaucoup de Bercy et tu as réussi à remplir cette salle avec un spectacle sur l'astrophysique. C'était pas écrit d'avance. Est-ce que ça a été une soirée importante pour toi, une fois qu'elle était terminée ? Ouais, parce que c'était déjà la fin de quelque chose, donc c'était la fin d'une pièce. La fin d'une pièce, c'est pas rien non plus. Dans les 104 que j'avais joué avant, tu sais, je mange des framboises dans cette pièce. Absolument. Et je laissais la barquette de framboises au bord de la scène pour que certaines personnes du premier rang viennent bouffer des framboises en partant. C'était une petite tradition qui s'était installée toute seule comme ça. Mais bon, là, pour Bercy, chaud, la barquette de framboises, c'était raide. Donc, on avait fait fabriquer 15 000 sucettes à la framboise pour les donner aux gens. Donc, chacun sortait et il avait sa sucette à la framboise. Donc, il y avait un petit côté au revoir un peu, tu vois, souvenir, truc. Et oui, c'est un sacré truc parce que je dis Bercy, effectivement, il y a beaucoup de monde, mais étonnamment, c'est une salle très chaleureuse. Parce qu'il y a une espèce de lumière très, très tamisée qui, par exemple, là, je vous vois à peu près tous. Vous êtes en blanc, mois d'avril oblige, j'imagine. Mais à Bercy, c'est pareil. Même si le mec, je crois, le dernier est à quelque chose comme 90 mètres, en fait, tu le vois un petit peu et c'est très doux, Bercy. J'ai fait des salles avec une jauge bien plus modeste qui était très dure, où tu vois personne, où c'est très menaçant. Et Bercy, c'est une fin en douceur, en fait. Ça a été très doux et très agréable. Tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas forcément fan de la tournée, d'être loin de chez toi sur la route. Pour la vivre un petit peu en ce moment, la tournée, je sais en même temps qu'il se passe toujours des trucs étonnants. Est-ce que tu as quelques anecdotes de tournée à nous raconter ? Il s'est forcément passé des choses. J'ai joué le spectacle sur Bach en Suisse une fois. Tout le spectacle se passe bien. Et à la fin, il y a une vieille dame qui sort et qui hurle. Elle sort en premier et elle hurle. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi scandaleux !» Et en fait, je pense qu'elle était venue voir un truc dont elle aurait pensé que ce fut un hommage à Bach, ce que c'est très clairement dans ma tête, hein, mais elle a pris ça comme une formidable impolitesse et un truc dégradant pour le personnage de Bach, et elle était outrée. Elle a gueulé, mais elle est restée tout le long par contre, hein. Elle n'est pas partie. Et elle est partie en hurlant. Oui, j'ai eu ça. Qu'est-ce que j'ai eu ? Non, j'ai eu très peu d'ufologues. On aurait pu me crever les pneus, machin, tout ça. Non, j'ai pas eu. T'as foutu la paix. Quelques contacts, oui, mais quelques contacts très, très corrects. Voilà, j'ai eu quelques personnes qui tenaient à ce que l'exploration lunaire n'ait jamais lieu. J'ai pas eu de platiste. Ah, je regrette un peu de ne pas avoir eu de platiste. Ça manque. Ça manque. Oui, ça manque. Et voilà. Mais je suis, en fait, j'ai une théorie vis-à-vis du. Tu veux peut-être pas du tout qu'on parle de ça. Vas-y, bien sûr, allons-y. J'avoue que les gens qui ne croient pas à l'exploration lunaire, par exemple, et d'ailleurs à l'exploration spatiale tout court, j'ai une petite théorie qui est un peu plus chouette que juste c'est des mecs qui croient à rien et tout ça, machin. J'ai l'impression que l'exploration lunaire, surtout en 69, avec le programme Apollo et la technique qu'on avait à cette époque-là, tous leurs arguments sont démontables, en fait, hein, très facilement. C'est pas très compliqué. C'est juste qu'il faut comprendre deux choses. C'est que quand un mec de la NASA est là pour répondre aux questions de ces gens-là, en fait, c'est pas ça sa formation à lui. Quand tu vas quelque part et que tu en reviens, ton boulot, c'est pas de prouver que tu y es allé, et d'avoir les contre-arguments de tous les mecs qui ont épluché tout et qui en ont soutiré des trucs louches. Donc, c'est compliqué. Mais ma petite théorie, c'est que c'est tellement extraordinaire que l'homme soit allé là-bas, que ceux qui n'y croient pas, c'est parce qu'en fait, c'est trop beau pour être vrai. C'est juste ça. C'est trop beau pour être vrai, au sens premier du terme. Et les mecs, ils font... Ah. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils aimeraient peut-être que ce soit vrai. Mais il y a un truc là-dedans qui dit non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. J'aimerais revenir un peu à ton rapport à la langue. Tu as réussi à forger à travers Kaamelott, mais même à travers tes pièces, une langue, un rythme, une musicalité, un lexique qui t'est propre. Comment on crée une langue qui réussit à faire tache d'huile ? Je crois que, en fait, je dois être un musicien qui fait tout le reste.
Mon premier truc, je crois que c'est la musique. Mon premier truc, c'est le rythme. C'est les choses que je supporte pas chez les autres. Souvent, quand j'ai un truc que j'aime pas chez les autres, je me rends compte que c'est toujours une question de rythme. La raison pour laquelle je conserve le montage de tout ce que je fais, c'est pour être garant du rythme des dialogues, notamment. Beaucoup plus que du reste. Il y a des tas de choses dont je me fous dans le montage. Il y a des choses que je confie, des trucs de raccord image, des trucs de... Je suis sûr que les gens peuvent trouver mieux. Par contre, le rythme des dialogues, ça, je peux pas le lâcher. La façon dont les gens se coupent la parole, la façon dont les gens appuient tel mot, la façon dont les gens vont laisser tel blanc. Pour moi, la composition, c'est exactement ça. Alors, du coup, moi, je tombe amoureux de gens qui parlent tout le temps. Sur les réseaux, par exemple, je suis des gens qui ont une langue. Ils ont tous une... c'est pas la mienne, c'est la leur, c'est un truc, mais quand ça sonne bien, ça me fascine toujours. Quand la langue sonne bien, ça me fascine toujours. Tous les patois, tous les trucs. Moi, j'avais de la famille dans le Gévaudan, ils avaient un patois particulier. J'ai été élevé chez les Italiens, qui est l'autre partie de ma famille, qui avait un autre patois, des expressions, des trucs. Et c'est vrai que chez les gens, notamment un peu modestes, les gens de classe ouvrière, etc., il y a toujours une manière de dire les choses plus sophistiquées pour être tous les dire simplement. D'ailleurs, il y a un fantasme, je trouve, chez certaines personnes qui font des dialogues en France qui marchent pas, qui serait de dire que les gens expriment simplement ce qu'ils ont à dire. C'est faux. Personne ne dit ce qu'il a à dire juste. On s'identifie par la musique qu'on choisit d'utiliser quand on va dire quelque chose. Ça, c'est beaucoup plus exact. Et ce qu'on a à dire est loin derrière. Tu vois, les gens qui disent dans le Midi, celui-là, tu vois, la prochaine fois que je le verrai, ça fera 2. Ça remplace juste le fait de dire c'est la première fois que je le vois. C'est plus long, c'est plus tortueux, ça sert à rien. Mais pourtant, ils ont choisi de dire ça plutôt qu'autre chose. Ça veut dire que l'élégance du dialogue, elle est permanente. C'est pas une histoire de film, de scénar, de machin. Les gens essayent d'avoir une langue. Est-ce que tu es conservateur sur la langue? Est-ce que les évolutions du lexique, les nouveaux mots, les néologismes, les évolutions de la syntaxe, ce que certains identifieraient à l'Académie française comme des barbarismes, est-ce que ça t'agace ou est-ce que ça t'intéresse? Il y a quand même 2 catégories. Il y a les révolutions qui sont nécessaires parce que c'est un langage vivant. Quand c'est abordé par des linguistes et que c'est bien foutu et qu'on accepte la nouveauté, je trouve ça super. Quand c'est le résultat d'une flemme, ça me gonfle plus. C'est-à-dire, quand on constate que les mecs... Parce que, non mais, moi je me suis fait chier à apprendre, je sais pas pourquoi est-ce que maintenant il faudrait plus l'apprendre. C'est quand même dingo. Je veux dire, c'est classe le français. Moi après, je suis devenu un peu zinzin avec ça, on me l'a reproché. J'avais dans mes toilettes un bouquin sur la ponctuation, par exemple. Très bon bouquin. Sujet passionnant. Mais oui. On pourrait en parler mais une heure encore, probablement. Oui, c'est passionnant la ponctuation. Les signes qu'on a abandonnés, ceux qu'on pourrait recréer, tout, la façon de mettre des demi-espaces, etc. Enfin, et moi, j'aime bien ça. Et je trouve que des fois, c'est juste la flemme. C'est juste dire, ouais, bon, cette règle-là, elle est tellement compliquée que les gens, ça les gonfle. Et du coup, personne ne fait attention. Du coup, on va l'enlever. Ah, non, quand même. Peut-être pas. Enfin, je sais pas. Non ? Il y a une poésie, par exemple. Tu dis, des robes oranges. Il n'y a pas de S à orange. Bon, il y a beaucoup de gens qui font la faute. Ils mettent un S à orange. Mais c'est pas simplement pour conserver le fait de ne pas mettre un S à orange. C'est parce qu'en fait, on est en train de dire des robes de la couleur de l'orange. C'est quand même plus chouette quand on sait d'où ça vient. Et par exemple, évolution de la langue documentée et qui est en train de s'imposer dans les jeunes générations, la suppression de la proposition de la conjonction de subordination que dans de nombreuses phrases. Au lieu de dire « je crois qu'il va pas bien », on dit « je crois il va pas bien ». Ça, est-ce que ça te tend ou ça t'intéresse? J'ai envie de tout péter. Tout péter. Là, le conclave, ça va fumer, les gars. Hein. J'ai pris pour quelque chose. Non. Ah bah non. C'est vilain. C'est vilain, non? Je suis un vieux con, dites-le, on est là pour... C'est dégueulasse, non? Moi, je pense que dans 20 ans... tu veux faire jeune, tu essayes de choper un public plus large. Mais ça, c'est parce que toi, tu es au cinéma, moi, je suis sur YouTube, donc est-ce que tu veux... Voilà, je parle à mon public. Non, ça, c'est moche. Ça, c'est moche. C'est moche. C'est très beau le fait qu'on dise, par exemple, qu'il y a un espace, mais qu'il y a une espace pour l'espace qu'on utilise, par exemple, en typographie. Parce que c'est une lettre espace en fait. Donc c'est chouette qu'il y ait le féminin et le masculin en même temps pour un truc. Il faut pas le perdre. On va pas dire un espace tout le temps. C'est dommage. Mais il y a des beaux trucs, non? Par exemple, on en fait un dernier. Vas-y.
Par acquis de conscience. Ouais. Ça, c'est magnifique. C'est super beau comme truc. Parce que dans un premier temps, on se dit tous, c'est S, acquis. S, par acquisition de conscience. J'ai acquis une conscience à ce sujet, pas du tout. C'est T, parce que c'est un acquittement de la conscience. C'est vachement plus beau. Écoutez, si je suis le seul à kiffer, je suis le seul à kiffer. Voilà. Non, mais il y a une forme de poésie. Ben non, mais ça veut pas dire la même chose, juste, quoi. C'est beaucoup plus beau, en fait. C'est beaucoup plus... Mais parce que là tu parles d'orthographe. Je vois effectivement l'attachement à des subtilités. Les tournures. Tu veux accepter des tournures. Les tournures, ouais, l'évolution des tournures, de la syntaxe. Non, mais par exemple, là, il y a des J. On met des J dans des endroits qui sont difficiles, là, quand même. Ah. Plutôt dans une partie sud du pays, je veux dire. Ok. Là, tu fais référence à l'affrication. On la garde ou pas, ça? Et pourquoi pas? Non, mais là, c'est chaud, c'est moche, quoi. Non? Mais L'affrication, c'est moche. ça, c'est un jugement esthétique. Ça, cette phrase va être sortie de son contexte. Et placée avec du piano. Oui. Non, oui. Absolument. Non, écoute... On est tous... disons que... moi, tu vois, au-delà de l'affrication au milieu des mots, la cantine, par exemple, moi, celle qui m'énerve, c'est l'affrication en fin de mot. Quand tu dis, au lieu de dire un clown, tu dis un clown. Et moi, c'est plutôt celle-là. Oui, d'accord. Moi, c'est celle-là qui me... Mais c'est bien la preuve que on raisonne tous. Est-ce que c'est pas du goût esthétique, finalement? Ben, pourquoi est-ce que la langue serait pas esthétique? Ben justement. Pourquoi est-ce qu'on s'engueulerait pas justement sur un esthétisme qu'on préfère à une autre dans la langue? Ou admettre que chacun a son mauvais goût dans la langue. Oui, mais par exemple, dans les téléfilms français. Oh là là, les téléfilms français. Okay. Je sais pas si on aurait dû... Allons-y. Non, mais allons sur ce terrain, pourquoi pas? Après tout, on en est. C'est-à-dire qu'il y a encore des scénaristes en France qui pensent qu'il faut que les personnages s'expliquent. Mais pas eux, ils expliquent le script. C'est de la flemme, en fait. C'est genre, voilà. Et donc, tu vas avoir un couple qui est au bistrot et elle dit, tu sais, François, depuis notre divorce, personne dit ça. Personne ne dit ça. En vrai, déjà, personne n'utilise le prénom avec quelqu'un qu'on connaît très bien. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai, ça n'existe pas. C'est faux, personne ne s'appelle François. Déjà, personne ne s'appelle François. Mais en plus, ça n'a aucun sens que de balancer du prénom. Depuis notre divorce, comme s'il ne parlait pas que de ça, comme si c'était pas sous-jacent à toute la situation, comme s'il y avait besoin de le redire. Non, c'est pour nous, voilà, on va le dire pour nous, comme ça. Ah, tiens, vous êtes divorcés. Très bien. Et ben, c'est une information qui n'aura pas à passer autrement, comme ça. Non, c'est insupportable. C'est insupportable. Là-dessus, nous Les gens parlent pour que ça sonne bien. Il faut se rappeler de ça. Dans la vie, et donc dans les films, et dans les bouquins, et partout. Les gens parlent d'abord pour que ça sonne bien. Tout à l'heure, tu parlais du fait que le monde t'attriste. Je crois que tu as 7 enfants. Est-ce que, au-delà de la tristesse du présent, tu es inquiet pour leur avenir? Pas tellement, parce que j'ai l'impression qu'en fait, chacun naît dans sa génération et apprend à faire avec. Moi, j'ai fait avec la mienne. Je dis pas que celle-là m'appartient plus, mais bon, mais je suis là pour moins longtemps qu'eux, en tout cas dans les textes. C'est pas. Non, j'espère que ça va leur convenir. J'espère qu'ils sont suffisamment nés dedans. Bon, ils n'ont pas tous le même âge, mes enfants, mais j'espère qu'ils sont suffisamment nés dedans pour s'y diriger, pour s'y retrouver. Moi, j'ai très peur de ce que je vois là. J'ai très peur de l'avènement de certaines choses qui je croyais. Je suis quand même né dans un monde. Je suis pas si vieux que ça, mais enfin, quand même, moi, j'ai connu un monde où le monde de Le Pen. C'était une espèce de fin de fond de peau de mecs nostalgiques, un peu de Pétain, un peu de l'Algérie, un peu de machin, qui faisaient 3% aux élections et où on se foutait un peu de leur gueule, quoi. Voilà, il y avait, c'était un peu les zinzins mais tain, là, les gars, ils sont super là, quoi. C'est plus du tout anecdotique, c'est plus du tout. Et pourtant, c'est les mêmes. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter de dire oh, ça a rien à voir. Si, ça a complètement à voir. Et ils sont là pour de bon. Ils sont en Italie, ils sont partout.
Ça, je suis content d'en avoir plus que pour, si tout va bien, une trentaine d'années. Hein. Je reste pas 60 là. C'est fou où ça va. Parce que moi, j'ai été aussi élevé dans le fait de dire que ces gens-là, c'était juste dangereux, en fait. C'était clair, quoi. Je dis pas qu'on sortait de la guerre en 74, mais il y avait un truc, il y avait encore les restes de ça. On touche pas à ça. On ne touche pas à ça. Il y a quelques nostalgiques de tout un truc un peu zinzin, mais ça non, c'est surtout pas. Bah là, le surtout pas, il se froisse, quoi. Il s'effrite, sérieusement. Et maintenant, on nous les fait passer pour des descendants de Paris Match et dans machin et tout. Moi, je suis pas élevé comme ça. Moi, j'ai pas les armes pour ça. J'espère que mes enfants les auront. Moi, je suis un peu... Tu dirais ça? Tu dirais que tu te sens désarmé devant la manière dont évolue le monde en ce moment? Bah, Trump est élu 2 fois. 2 fois. Une, déjà, c'est miraculeux, mais 2, d'où ça sort? D'où ça sort? 2 fois. 2 fois, je ne comprends pas. Je ne saisis pas. Et je discutais l'autre jour avec le copain Patrick Beau sur un cast à lui, et je lui parlais d'une époque où j'ai lu la biographie d'Hitler de Yann Kershaw, qui est une biographie classique, tout à fait. Classique du truc. Et je me disais, mais c'est marrant, mais et c'est un peu un couillon aussi, lui. C'est un peu un couillon, c'est un peu un mec qui se cherche, il veut faire du dessin, ça marche pas, il est en coloc avec Bidule, il va au festival Bayreuth pour voir Wagner avec un chapeau claque, une canne en argent et une cape. C'est un mec, tu le croises, tu te dis, bon, lui, mais pas chancelier. Puis vous n'allez pas m'élire ce gars-là en chancelier, ça tient pas debout. Enfin, je veux dire, c'est exactement la même chose. Le bon sens te dirait, mais vous n'allez pas faire diriger un pays à ce gars-là, si. 2 fois. Ça, je sais, voilà, non, moi j'arrête. Enfin, c'est pas moi qui vote pour eux, hein, je veux dire, mais ça me fout une trouille bleue. Qu'on puisse adhérer à ça. J'aurais aimé un tout petit peu parler avec toi de création. Tu as expliqué que c'est finalement ce qui te définissait, au fond, la création, la fabrication, l'invention, l'expérimentation. Je sais qu'il y a plein de gens qui tentent de créer, sont en train de créer, et puis rencontrent des blocages. Est-ce que toi, tu aurais quelques conseils à donner aux personnes qui sont en train de fabriquer? Les conseils que peut-être toi, tu aurais aimé qu'on te donne plus jeune? Alors peut-être pas à moi spécifiquement, parce que comme je te disais, en étant d'une famille qui déjà fait que le métier que je fais n'est une cassure avec rien, déjà, ça a été facile pour moi. C'est presque... Voilà, j'ai pas eu à convaincre que c'était un métier qui valait le coup d'être fait, j'ai pas eu à convaincre que ça pouvait être une vraie vie, j'ai juste suivi le truc. Donc, mais il y a un truc que je vois des fois chez les jeunes gens qui abordent ce truc-là, et puis peut-être, et qui viennent d'un milieu où ils ont tout à faire. C'est très important de pas chercher le personnage qu'on est dans la création. Il y a des gens, en fait, ils veulent créer parce qu'ils fantasment le fait d'être créateur. Ils s'aiment dans l'idée d'être un mec qui fait ça, une nana qui fait ça. Et en fait, ça, c'est une grosse perte de temps. Parce que pendant que tu fais ça, tu ne sais pas ce que c'est que la création. La création, il faut aimer fabriquer. Faut pas aimer être celui qui a fabriqué ou attendre d'être celui qui a fabriqué. Alors évidemment, tous les honneurs, les machins, les trucs, ça, faut foutre ça en l'air direct, ça sert rigoureusement à rien. Mais vraiment, je crois que c'est Paddy Chayefsky qui disait « Love the art in yourself, not yourself in the art ». Ça, c'est une phrase hyper importante. Alors évidemment, ça fait appel à un certain narcissisme, voilà. Mais il y a des gens vraiment qui ont envie de faire ça parce qu'ils ont envie d'être celui qui fait ça. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aimer jouer avec les outils. Il faut aimer s'amuser avec ça. Il ne faut pas s'occuper de qui on est dedans. Et aux personnes qui, au-delà d'être bloquées, n'osent pas se lancer, regardent la création de loin en se disant « j'aimerais y aller, mais j'aimerais y aller, mais, point de suspension ». Il y a un truc qui est dangereux en ce moment avec les réseaux, c'est que en fait, tu attends le retour immédiatement. Alors c'est super de pouvoir se publier très vite. Avant, il fallait courir après un producteur qui te paye un bout de pellicule ou que sais-je. Là, tu peux le faire tout seul. En revanche, tu as des retours tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bienveillance. Le réseau n'est pas bienveillant.
Le réseau, c'est tout d'un coup avoir des commentaires anonymes de gens qui te soutiennent et de gens qui te pourrissent. Tout de suite. À peine ton premier truc créé, bing. Et même s'il y a un peu plus de bienveillance pour les débutants, enfin ça dure très peu de temps. Donc le seul conseil que j'aurais à donner, c'est de dire attention, si vous n'avez pas votre lot d'échecs, vous n'irez nulle part. Si vous n'avez pas votre lot de trucs loupés, vous n'êtes pas en train d'apprendre. Vous comprenez rien à ce que vous faites. Un succès, il n'y a rien de plus anti-pédagogique qu'un succès. On n'en a rien à foutre d'un succès. Ça vous dit rien sur vous, un succès. Par contre, un échec, 2 échecs, 3, 4, une vie à pas comprendre ce qu'on fout, à hésiter, à repartir en arrière, ça c'est important. Mais il faut le faire sans commentaire. Il faut le faire sans appréciation. Il faut se débrouiller avec tout ça. On ne peut pas viser à être le mec de la fin. Ce qu'il faut viser, c'est le parcours. Et le parcours, il faut se boucher un peu les oreilles. Parce que, encore une fois, quand quelqu'un vous dit « j'adore ce que vous faites », en fait, c'est qu'il veut faire partie du groupe de ceux qui aiment ce que vous faites. Et celui qui va dire « moi, ce mec-là, je ne peux pas le blairer, c'est un connard », il ne le pense pas vraiment, parce qu'il ne vous connaît pas. Par contre, il veut faire partie des gens qui ne marchent pas à ce à quoi aux autres marchent. Comme pour la Lune, il y a 2 groupes, il y a ceux qui trouvent ça merveilleux, il y a ceux qui trouvent que c'est un mensonge. Mais en fait, ceux qui vont sur la Lune, il ne faut pas qu'ils soient concernés. Il faut qu'ils écoutent ni les uns ni les autres. Un peu plus ceux qui sont contents parce que ça fait du bien, mais il ne faut rien écouter. Il faut juste aller sur la Lune. Alexandre, l'émission s'appelle Figure. Est-ce que tu as une figure de style préférée? L'hypalage. Est-ce que tu peux la définir pour les personnes qui nous écoutent? Vous avez vu le mépris? Ils pensent que vous ne savez pas ce que c'est. C'est pas du tout parce que moi-même, j'ai totalement oublié la définition de ce truc, bien évidemment. Moi, je vais t'en sortir un, ça se trouve, ce n'en est pas un hypalage. Mais non, c'est mon préféré, c'est celui de Maupassant, dans le Horla, je crois. À droite, où Rouen est le peuple pointu des clochers gothiques. C'est-à-dire que ce qui est pointu, c'est pas les clochers, c'est le peuple. C'est-à-dire l'adjectif qui normalement devrait être le peuple des clochers pointus gothiques, il prend pointu et il le met au groupe supérieur qui est peuple. Le peuple pointu des clochers gothiques. Je trouve ça merveilleux. Hypalage. Merci beaucoup, Alexandre Astier. Merci infiniment pour cet échange. Merci à vous.